Des dizaines de Palestiniens ont été tués dans toute la bande de Gaza depuis l'aube. Les forces israéliennes ont intensifié leurs attaques sur la ville de Gaza avec des attaques massives ciblant des bâtiments résidentiels et ont lancé leur invasion terrestre à part entière dans le plus grand centre urbain de l'enclave pour s'emparer du territoire. Les troupes et les chars israéliens progressent plus profondément dans la ville de Gaza au deuxième jour d'une offensive terrestre largement condamnée à l'échelle internationale, alors que les Palestiniens fuient en masse la zone dévastée. Depuis les premières heures de la matinée, des dizaines de Palestiniens ont perdu la vie dans diverses attaques à travers le territoire assiégé. Dans le quartier de Sheikh Radwan, au nord-ouest de la ville de Gaza, 7 personnes ont été tuées et plusieurs autres blessées lors d'un bombardement israélien visant un immeuble résidentiel. À Khan Younes, 3 membres d'une même famille ont été tués lorsque leur tente a été touchée dans le camp de réfugiés d'Al-Mawazi. Une tragédie particulièrement choquante s'est produite à Rafah où au moins 5 personnes ont été tuées et plus de 60 blessés lorsque les forces israéliennes ont ouvert le feu sur les civils cherchant à recevoir de l'aide humanitaire. Le nombre de morts à Gaza approche désormais les 65 000 depuis le début de la guerre en octobre 2023, un chiffre qui serait bien inférieur au nombre réel de personnes tuées. Les forces israéliennes ont procédé à la démolition de 40 habitations palestiniennes dans le village de Ras al-Sir, situé dans le désert du Negev, en Palestine occupée, déclenchant de violents affrontements avec les résidents locaux. Selon des sources sur place, les soldats israéliens ont eu recours à des bombes assourdissantes et à des fumigènes pour disperser les gens qui tentaient de s'opposer à la destruction de leurs maisons. Le village de Ras al-Sir, qui abrite environ 1500 Palestiniens confrontés à des conditions de vie sans cesse détériorées, a été le théâtre d'incidents similaires à plusieurs reprises au cours des derniers mois. Les observateurs régionaux indiquent que ces démolitions systématiques visent à concentrer la population palestinienne du Negev dans des zones restreintes, tandis que des projets de colonisation israélienne sont simultanément développés sur ces mêmes territoires. En Espagne, le Premier ministre Pedro Sánchez, l'une des voix les plus critiques en Europe sur les crimes menés par le régime d'Israël à Gaza, a redit sa profonde admiration pour la société civile espagnole qui se mobilise contre l'injustice au lendemain des manifestations pro-palestiniennes à Madrid. Oui, l'Espagne avait été la première à protester contre les attaques massives d'Israël à Gaza. Et ceci avait été noté alors que la France était en retard, condamnait les violations du droit international, mais ou répétait que Israël devait respecter le droit. L'Espagne avait été beaucoup plus claire, notamment son Premier ministre socialiste. Et on voit ici l'effet des soulèvements de la population qui a été très nombreuse à manifester en Espagne, dans les différentes villes, et aussi à tâcher d'empêcher les coureurs israéliens dans cette course cycliste, et ceci a été même approuvé, vu comme très courageux de la part du Premier ministre, et aujourd'hui le soutien vient du roi lui-même. Donc depuis qu'une commission des Nations l'ont dit, l'ont confirmé, depuis que d'ailleurs la Cour internationale de justice a dit qu'un génocide était en cours, elle ne peut guère dire plus parce que son devoir en tant que cour de justice est de vérifier
la matérialité de toutes les preuves avancées par l'Afrique du Sud et par d'autres personnes qui ont plaidé devant cette cour. Et donc, hélas, et aussi les menaces qui ont été proférées par l'État israélien et son armée envers les juges de la Cour internationale de justice et de la Cour pénale internationale aussi font que cette Cour doit prendre des précautions, disons, systématiques, méthodiques, pour que son jugement final soit complètement incontestable. Mais beaucoup de personnalités, beaucoup d'associations internationales ont confirmé ce génocide qui, à voir les images, est tellement évident, car on voit bien à la fois l'intention par les propos contenus des ministres, des généraux et des personnes de la société civile pour faire partir les Palestiniens, pour les détruire, pour les traiter comme des animaux, pour les assoiffer, pour les affamer. Et on voit bien aussi les destructions de l'habitat qui ont rendu actuellement cette bande de Gaza invivable pour les 2 millions de personnes qui y vivent encore. Quand il y aura l'Eurovision, il y aura sans doute un boycott si Israël est présent, alors que la dernière fois, il avait pu remporter la compétition, alors qu'on était déjà dans cette période de massacre et de bombardement. Donc, ces efforts de la société civile sont très importants pour convaincre les dirigeants de bouger plus fermement et aussi de convaincre les médias indépendants, ils sont rares, et les médias tenus par des milliardaires, et c'est la plupart de ces médias en Europe, puissent prendre des positions beaucoup plus objectives sur cette situation terrible de massacre en cours, de destruction visible sur tous les écrans. Donc, mais je voudrais dire que lors de préparation de guerre, la guerre de 91, la guerre du Golfe, il y a eu des manifestations d'1 million de personnes à Paris, aussi à Londres et aussi au Maroc, à Rabat. Et donc, mais ces manifestations de société civile n'ont pas pu entraîner les gouvernements. Donc, cet effort doit continuer. Je pense aussi que les pressions juridiques diverses qui s'exercent aux Pays-Bas, en Belgique et désormais en France et aussi aux États-Unis contribuent à cette pression envers les dirigeants pour leur faire peur d'être devant l'histoire et devant des cours jugés comme complices du génocide en cours. Face à l'augmentation des critiques internationales à l'encontre d'Israël, le Canada a exprimé son indignation face à l'offensive terrestre menée dans la ville de Gaza, la qualifiant d'horrible. Le ministère canadien des Affaires étrangères a souligné que cet acte d'agression ne fait qu'aggraver la crise humanitaire déjà sévère dans la région et met en péril la possibilité de libération des détenus israéliens. Ottawa a par ailleurs rappelé avec fermeté qu'Israël se doit de respecter le droit international sans exception. La ministre des Affaires étrangères, Anita Anand, a diffusé un message distinct exprimant un soutien explicite à la population de Gaza. Elle a affirmé que le Canada, en coordination avec ses partenaires internationaux, exigeait à la fois un cessez-le-feu immédiat et la mise en place d'un acheminement humanitaire durable et ininterrompu vers le territoire palestinien. Par ailleurs, le gouvernement canadien a précédemment annoncé son intention de voter en faveur de la création d'un État palestinien lors d'une réunion du Conseil de sécurité prévue le 20 septembre. Un sommet arabo-islamique à Doha condamne unanimement les frappes israéliennes du 9 septembre, accusées de saboter les négociations sur Gaza. Le 15 septembre 2025, un sommet d'urgence conjoint de la Ligue arabe et de l'Organisation de la coopération islamique OCI s'est tenu à Doha, au Qatar, suite aux frappes israéliennes du 9 septembre dans la capitale qatari. Ces attaques ont visé et tué 5 membres du Hamas, mouvement palestinien de la résistance, et un officier de sécurité qatari, dans un contexte où Doha joue un rôle clé de médiateur pour un cessez-le-feu à Gaza.
L'émir du Qatar, Cheikh Tamim Ben Hamad Al Thani, a ouvert le sommet en accusant Israël de vouloir faire échouer les négociations et en qualifiant la vision de Benjamin Netanyahou d'une sphère d'influence israélienne en région arabe de dangereuses illusions. Cette agression sans précédent a suscité une vague de condamnation unanime de la part des pays arabes et musulmans, marquant un front uni contre Israël. De nombreux leaders ont exprimé leur soutien ferme au Qatar. Le président iranien Masoud Pezeshkian a averti que demain ce pourrait être n'importe quelle capitale arabe ou islamique, appelant à l'unité. Le président égyptien Abdel Fattah al-Sisi, dont le pays est le premier État arabe à avoir reconnu Israël, a dénoncé des obstacles à toute perspective de nouveaux accords de paix, compromettant même les existants. Le président turc Recep Tayyip Erdogan a accusé Israël de chercher à poursuivre les massacres et le génocide en Palestine tout en déstabilisant la région. Le communiqué final l'a exhorté à revoir les relations diplomatiques et économiques avec Israël et à se coordonner pour suspendre son adhésion à l'ONU. Le ministre iranien des Affaires étrangères, Abbas Araghchi, a déclaré que l'Organisation de coopération économique, OCE, peut et doit jouer un rôle de premier plan et efficace dans la création d'un nouvel ordre économique dans la région de l'Asie de l'Ouest. Araghchi a fait ces déclarations lors de la cérémonie d'ouverture de la 2e édition de la conférence Iran, Organisation de coopération économique, dans la capitale Téhéran, ce mardi 16 septembre. Il a déclaré que l'OCE, dont les membres sont l'Afghanistan, l'Azerbaïdjan, l'Iran, le Kazakhstan, le Kirghizistan, le Pakistan, le Tadjikistan, le Turkménistan, la Turquie et l'Ouzbékistan, a posé des bases inestimables pour la coopération régionale ces dernières années, mais n'a pas encore pleinement réalisé son vaste potentiel. Le niveau actuel de coopération est loin d'être à la hauteur des énormes capacités de la région de l'OCE, a déclaré le haut diplomate iranien. L'OCE peut devenir un modèle de réussite en matière de collaboration économique multilatérale entre pays voisins. L'OCE peut et doit jouer un rôle de premier plan et efficace dans l'élaboration de la nouvelle architecture économique de la région, une architecture fondée sur les principes de partenariat, de respect mutuel et d'intérêt partagé, a-t-il conclu. Ali Larijani, secrétaire du Conseil suprême de sécurité nationale iranien, s'est rendu à Riyad hier mardi à la tête d'une délégation de haut niveau répondant à l'invitation du ministre saoudien de la Défense. La délégation comprenait Ali Bagheri-Kani, secrétaire adjoint du Conseil pour les affaires internationales, et Mohammad Ali Bek, assistant de chef de la diplomatie iranienne et directeur général du département du Golfe-Persique. Lors de cette visite, M. Larijani et la délégation l'accompagnant ont été reçus par le prince héritier saoudien Mohammed Ben Salman au palais Al-Yamama. Les discussions ont porté sur le renforcement des relations bilatérales et l'examen des derniers développements régionaux. Cette rencontre s'inscrit dans le contexte du rapprochement continu entre Téhéran et Riyad, comme en témoigne l'entretien tenu la veille entre le président iranien Masoud Pezeshkian et le prince héritier saoudien en marge du sommet extraordinaire des chefs d'État et de gouvernement des pays musulmans et de la Ligue arabe à Doha. Le président iranien s'était déclaré satisfait du développement des relations entre les deux pays, affirmant que l'approfondissement et le renforcement de la coopération entre l'Iran et l'Arabie saoudite serviront les intérêts des deux pays, ainsi que ceux des nations musulmanes et des pays de la région. La République islamique d'Iran est prête à élargir sa coopération bilatérale, régionale et internationale avec l'Arabie saoudite, a-t-il indiqué. Lors de ces discussions, le président iranien a souligné le poids particulier des responsabilités qui incombent actuellement aux principales nations musulmanes, dont l'Arabie saoudite.
Le ministre iranien des Affaires étrangères, Abbas Araghchi, a déclaré que l'Organisation de coopération économique OCE peut et doit jouer un rôle de premier plan et efficace dans la création d'un nouvel ordre économique dans la région de l'Asie de l'Ouest. Araghchi a fait ces déclarations lors de la cérémonie d'ouverture de la 2e édition de la conférence Iran, Organisation de coopération économique, dans la capitale Téhéran, ce mardi 16 septembre. Il a déclaré que l'OCE, dont les membres sont l'Afghanistan, l'Azerbaïdjan, l'Iran, le Kazakhstan, le Kirghizistan, le Pakistan, le Tadjikistan, le Turkménistan, la Turquie et l'Ouzbékistan, a posé des bases inestimables pour la coopération régionale ces dernières années, mais n'a pas encore pleinement réalisé son vaste potentiel. Le niveau actuel de coopération est loin d'être à la hauteur des énormes capacités de la région de l'OCE, a déclaré le haut diplomate iranien. L'OCE peut devenir un modèle de réussite en matière de collaboration économique multilatérale entre pays voisins. L'OCE peut et doit jouer un rôle de premier plan et efficace dans l'élaboration de la nouvelle architecture économique de la région, une architecture fondée sur les principes de partenariat, de respect mutuel et d'intérêt partagé, a-t-il conclu. Des experts indépendants des droits de l'homme des Nations Unies ont vivement critiqué la récente frappe militaire américaine contre des embarcations vénézuéliennes, les qualifiant d'exécutions extrajudiciaires en violation du droit international. 3 rapporteurs spéciaux de l'ONU ont souligné que tous les États doivent respecter le droit à la vie, y compris en haute mer ou en territoire étranger, précisant que le recours à la force n'est légal que dans le cadre de la légitime défense personnelle ou pour protéger autrui face à une menace imminente pour la vie. Ces déclarations font suite à une série d'opérations militaires américaines visant des navires vénézuéliens que Washington prétendait impliqué dans du trafic de drogue au large du Venezuela. Ces interventions causaient la mort d'au moins 14 personnes ces dernières semaines. De son côté, le président vénézuélien Nicolas Maduro a appelé à l'unité nationale, qualifiant ces frappes de menaces imminentes de guerre dans les Caraïbes contre son pays. Aux États-Unis, une coalition regroupant des syndicats, des enseignants et des étudiants de l'Université de Californie a intenté une action en justice contre l'administration de Donald Trump, contestant le gel des fonds fédéraux alloués à l'enseignement supérieur. La plainte déposée mardi 17 septembre accuse le gouvernement de mener des menaces financières illégales et systématiques contre les établissements universitaires dans ce que les plaignants qualifient de tentatives délibérées de restreindre la liberté académique. Cette procédure survient quelques semaines après que l'administration Trump a imposé une amende record de 1,2 milliard de dollars à l'Université de Californie, en plus de geler ses fonds de recherche. Le gouvernement américain a ouvert plusieurs enquêtes punitives visant les universités à la suite des manifestations étudiantes contre le génocide à Gaza. Ces mesures incluent non seulement le gel des financements, mais aussi l'exigence de paiement massif pour régler les comptes.